Salut tout le monde, la maison du Grenat vous salue. On va parler des 3 derniers matchs amicaux du FC Metz, alors qui ont suivi notre premier podcast sur le premier bilan de la pré-saison, à savoir le match contre Serein et les 2 matchs contre Mayence. Et on va aussi parler à la fin d'un petit bilan global de cette préparation. Je suis avec notre ami Grenat Forever qui, comme d'habitude, est présent. Bonjour Monsieur Socket, bonjour à la communauté messine. Et effectivement, Monsieur Grenat Forever, nous étions tranquillement. Tout d'abord, nous avons observé ce match contre Serein, et ça va être un peu le premier élément de ce podcast. Victoire contre Serein, match qui s'est décidé dès la première mi-temps. Bon, début assez rapidement, première mi-temps. Donc après on a géré toute la deuxième mi-temps. Mais difficile à tirer des conclusions sur ce match-là vu la faiblesse de l'opposition. Si on peut juste retenir quelque chose, c'est le fait qu'on ait enfin mis peut-être un semblant d'équipe type sur ce match-là, quelques automatismes à retrouver. Opa et Farid mis pour la première fois ensemble, ce qu'on demandait sur notre dernier podcast. Donc voilà. Parce qu'au final, donc là, vous avez évidemment à l'écran le 11. Alors il y a plusieurs joueurs qui sont rentrés dans ce match, mais on vous a mis un peu les 2 11 principaux. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était bien de voir, parce qu'on l'avait dit après le premier podcast sur le premier bilan de cette pré-saison, qu'à partir de Serein, on allait commencer à voir un semblant de 11 type. Même si au final, on n'a pas vraiment eu le 11 type définitif, hein, parce qu'au final, l'équipe un peu en deuxième mi-temps, il y a notamment Habib Diallo qui est en pointe, avec des joueurs qui normalement ne seront pas titulaires l'année prochaine, comme Jallo par exemple. C'est ça. Donc il y a quand même eu, on va dire, un semblant de 11 type. Donc une victoire 2-0, ce qui était bien, et je crois que on l'avait dit sur Twitter, c'était bien parce que tu sortais quand même de mauvaises performances entre guillemets contre Amiens, contre Reims, et aussi contre Sochaux parce que tu n'avais pas gagné contre Sochaux, et tu disais que ça faisait bien pour le mental, tu vois, de regagner un match, même si c'est contre Serein, même si c'est contre voilà. Dans la préparation. Tu prends pas de but. Ah mais t'as raison, tu prends pas de but, et même dans le mental par rapport à cette pré-saison, même si encore une fois la pré-saison, hein, chacun fera ce qu'il a envie de ce qui se passe durant cette période, mais c'est vrai que mentalement ça fait du bien de regagner un match quand même sur le terrain. On arrive quelques jours après dans la série des 2 matchs contre Mayence. Premier match, pareil, vous allez voir à l'écran le 11 qui a été aligné. Alors encore une fois, hein, je pense que beaucoup l'ont remarqué. Il y a eu 2 matchs qui ont eu lieu. L'idée étant de mettre un 11, on va dire type contre Mayence, et pour le premier match, et pour le deuxième match de mettre une équipe un peu de remplaçants, si on peut dire, pour justement donner vraiment une chance à tout le monde de pouvoir jouer un gros match entre guillemets, même quand tu es remplaçant. Le premier match étant donc à 11h avec une équipe qu'on peut qualifier d'équipe type, même si se rapproche fortement de l'équipe type, à peut-être une ou 2 exceptions. Donc, c'est ça, et puis donc là vous l'avez évidemment à l'écran, un match qui s'est soldé par une défaite 1-0. C'est quoi les points, et après je vais dire aussi mon avis sur le premier match, c'est quoi un peu les points que t'as voulu, qui t'ont interpellé, ce que t'as retenu de ce premier match contre Mayence? Je pense que tout le monde l'a vu, première mi-temps assez catastrophique dans l'intensité par rapport à ce que Mayence nous a imposé. Tactiquement, ça je te le laisserai en parler, mais on a été incapable de répondre aux défis et au pressing adverse. Donc ça, tu vas en parler un peu plus longuement après. Mais donc, on n'arrivait pas à enchaîner 3-4 passes. On était à chaque fois obligé de balancer. Pas moyen de se créer d'occasion. On n'en a qu'une, je crois, avec Habib Diallo. Et encore, c'est une demi-occasion. Bah en fait, t'as l'occasion d'Habib Diallo qui est un peu cette balle lobée qui finit à gauche du gardien de but de Mayence. Même si lui dit qu'elle est déviée.
À noter, hein, il dit qu'elle est déviée. Hein, tu sais, j'ai vu qu'il a dit à un moment donné à l'arbitre que la balle était déviée. Après, bon, encore une fois, on n'a pas moyen de vérifier. Et sinon, t'avais les 2 tirs de Boulaya, je crois, à l'extérieur de la surface. Ouais, mais c'est pas vraiment des occasions. Du Bah, coup, elles sont ratées, quoi. voilà. Elles sont totalement ratées. T'as du mal à enchaîner 4-5 passes, donc forcément tu balances. Donc t'as du mal à te créer des occasions et après bah, t'es acculé, puis tu finis logiquement par craquer à un moment donné en première mi-temps et puis tu rentres au vestiaire avec un score de 1-0 en somme toute logique. Et deuxième mi-temps, encore, il y a quand même eu du mieux en deuxième mi-temps. Alors est-ce que aussi c'est dû au fait que Mayence a voulu aussi gérer, du coup un peu relâcher leur étreinte par rapport à nous. Nous, on s'est un peu aussi mis un petit coup de pied dans le cul. On a joué beaucoup plus haut. On s'est du coup créé beaucoup plus d'occasions. Et 2-3 occasions franches, notamment de Boulaya. Donc, mais encore une fois, manque de réalisme. Et puis voilà, c'est. Donc il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, mais sur l'ensemble du match, il y a beaucoup de choses à revoir et à corriger pour la reprise du championnat. Oui, il y a beaucoup de choses à corriger. Après, c'est vrai que je crois que c'était sur tous les réseaux, on avait mentionné que le choix de l'adversaire quand même, et on en revient à ce qu'on avait un peu dit dans le premier podcast, je sais pas si tu t'en souviens, Grenade Forever, où on se disait, on prend Mayence. Mayence est comme beaucoup de clubs de Bundesliga, adepte d'un pressing très haut. On va pas vous rappeler que évidemment Jürgen Klopp et Thomas Tuchel qui sont adeptes d'un pressing très très haut dans la récupération pour justement récupérer rapidement les ballons sont passés par Mayence. Donc vous voyez très bien l'idée. Donc effectivement, je vais plus parler de l'aspect tactique, donc je pense que tu as déjà dit beaucoup de choses qui sont vraies. Par rapport à l'aspect tactique, c'est là où j'ai toujours eu une critique un peu sur le choix de Mayence, c'est que Mayence a pressé très très haut en première mi-temps, au point où effectivement, comme tu l'as mentionné, tu ne peux pas relancer la balle efficacement, ou alors tu décides de dégager devant la balle, mais tes joueurs sont isolés, tes joueurs offensifs. Habib Diallo, il est isolé il est isolé par rapport aux 2 ailiers. On est d'accord? Ce qu'on avait dit un peu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'occasions durant ce match où Habib Diallo est isolé de ses partenaires. Et comme il est isolé de ses partenaires, il est obligé de partir en dribble. Et on sait très bien que le dribble, c'est pas sa force première, quoi, tu vois. À partir du moment où il est pas lancé, si il est arrêté, qu'il doit dribbler, on sait très bien qu'il est pas du tout bon pour ça. Là où Nian est peut-être meilleur. Mais c'est vrai que sur le premier but que tu prends, beaucoup de gens ont mis la faute sur Ukidja parce que Ukidja s'est fait lober sur sa ligne. Bah, il est pas responsable à 100%. Voilà, c'est ça que il a une part de responsabilité. Bah oui, alors après c'est vrai que là, on aimerait bien aussi un peu l'avis des personnes qui ont été gardiens sur le but qu'il prend. C'est vrai qu'il est sur ses appuis et je présume que beaucoup de gardiens à sa place s'attendent à ce que le joueur tire à ras terre. Donc il est forcément sur des appuis bas pour essayer d'attraper la balle au sol. Après effectivement le lob est parfait du joueur de Mayence, je pense que dessus il y a pas grand chose à dire. Mais ce que beaucoup de gens ont oublié, c'est que le but est concédé à partir du moment où Ukidja tente de dégager la balle sur le côté droit. Mayence est dans un pressing très très haut. Thomas Delaine est un peu comment dire haut par rapport à son positionnement habituel, ce qui fait que son vis-à-vis le prend de vitesse, récupère la balle. Et après, il y a passe au joueur de Mayence qui est dans la surface. Lui, il est entre les 2 défenseurs, Fofana et Sun Tzu. Et après, il fait le but qu'il met. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que le but que tu prends est issu tout simplement d'une erreur. Un peu genre, tu sais pas comment prendre la tactique de Mayence et tu tombes dedans en fait. Le pressing haut de Mayence. Et effectivement, deuxième mi-temps, comme tu l'as très bien dit, Mayence est déjà un peu crevé de son pressing haut de la première mi-temps. D'accord. Combiné à ça, il faut dire que Metz, depuis la saison dernière, et ça s'est vu, et ça se voit là, est une équipe qui, normalement, deuxième mi-temps, est beaucoup mieux armée physiquement que ses adversaires. On a l'habitude d'essorer nos adversaires, c'est vrai. C'est ça. Et donc c'est pour ça que la combinaison de tous ces éléments font qu'en deuxième mi-temps, tu réussis à entre guillemets reprendre quand même un peu de poil de la bête et à reprendre un peu le pouvoir sur Mayence avec de nombreuses occasions comme tu l'as dit, même si elles ne sont pas cadrées, notamment des tirs de Boulaya sur le côté droit.
Mais ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais bon, voilà quoi. On en revient à ce que je disais, et je pense qu'on va un peu comme ça clore le débrief sur le match de Mayence, et on va pouvoir passer au bilan plus global. Mais c'est juste pour dire que depuis le podcast sur le premier bilan de la saison, et je sais pas un peu c'est quoi ton avis sur la question, mais j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on a choisi Mayence comme dernier adversaire en fait. En quoi mettre un 11 type contre Mayence, si tant est que c'est un 11 type, hein, mais en quoi mettre un 11 type contre Mayence t'aide à mieux te préparer pour la saison, sachant que Mayence, dans leur style de jeu, pressing très haut, c'est un truc que tu verras jamais en Ligue 1 quoi, ou quasiment pas. Je pense pas qu'ils aient voulu choisir un dernier adversaire, un adversaire qui se rapproche du style de jeu qu'on va avoir en Ligue 1. Ils ont voulu choisir un match de gala comme il y en a depuis 2-3 ans, comme on avait vu avec Crystal Palace. Oui, mais là, Divan, c'est que là, tu le fais à Molsheim et tu le fais même pas à Saint-Symphorien. Donc je dirais que même au niveau très con à dire, mais au niveau billetterie par exemple, même au niveau événementiel, c'est pas un match de gala. Il n'y a de gala que l'adversaire. Ça comme ça. Ouais, mais au final, donc c'était quoi le but en fait, tu vois? C'est là où je pense que c'était de se mesurer à un adversaire qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, et un adversaire plus fort que nous, même si en soi je trouve ça un peu débile. J'aurais préféré jouer peut-être une équipe de bas de tableau de Ligue 1 qu'on va rencontrer, histoire d'être tout de suite dans le bain. Bon, après c'est... Ouais, parce que c'est un peu dommage entre guillemets, parce que tu finis sur une note un peu, je dirais un peu terrible, et on va, et juste pour dire rapidement, ce que j'avais oublié, qu'il faut aussi parler du deuxième match. Un match un peu des remplaçants entre guillemets, que tu perds aussi sur le score de 1-0 en toute fin de rencontre. Qu'est-ce qu'il y a à retenir, Groningen Forever, de ce match des remplaçants, si on peut le dire? Pas grand chose. Si, tu perds encore une fois dans les 5 dernières minutes. Après, il y a eu une revue d'effectifs du côté des deux équipes, donc j'ai du mal un peu à juger le match de ce point-là, mais bon. On a eu des situations. J'ai trouvé plus intéressant d'ailleurs le deuxième match que le premier, parce que j'ai regardé les deux. Tu t'es créé beaucoup plus d'occasions, mais forcément c'est contre les remplaçants de Mayence. C'était surtout, je pense, pour voir certains remplaçants côté Messin qui seraient susceptibles d'avoir un peu plus de temps de jeu la saison prochaine. Donc il y en a qui se sont un peu dégagés, d'autres qui ont peut-être pas... qui ont un peu perdu des points. Donc je pense que c'était surtout pour Vincent Oignon de se faire une idée un peu de ceux qui seraient capables de potentiellement de prendre une place de titulaire à un moment donné dans la saison. Oui, et puis en plus on a vu par exemple Nian qui était présent dans le second match. T'avais une théorie selon laquelle il était possible que le fait de mettre Diallo dans l'équipe dans le premier match contre Mayence, c'était un test pour savoir s'il allait mettre Diallo ou Nian pour la première journée. On verra bien. Mais moi, je suis toujours persuadé que ça sera Niané. Après, c'est mon avis. Pourquoi pas ? Je pense qu'il n'a pas forcément marqué des points à Habib hier. Bon, malgré le contexte difficile pour lui, mais qu'on verra bien. C'est ça, et ça nous permet, et là tu fais la transition parfaite pour un peu faire un bilan de cette préparation, et aussi de voir qu'est-ce qui va se passer durant les prochains jours jusqu'au match de Strasbourg. Rapide bilan en stats que vous allez voir également à l'écran. Nous avons donc joué 7 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Avec, c'est ça, avec 5 buts marqués pour 6 encaissés, si je me trompe pas. Les buts ont été marqués en préparation par Ibrahim Nian qui en a mis 2, Farid Boulaya qui en a mis 1, également un but pour Gakpa et aussi un but pour Openget. Mention également sur les passes décisives, rapidement, Fabien 111, Marvin Gakpa, Nian et Kaby, tous les 4 ont fait une passe décisive. Si on doit un peu résumer cette préparation du FCMS en complétant les propos que l'on avait déjà dit dans le premier bilan, que vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne La Maison du Grenat, qu'est-ce que tu dirais en plus ? Que par rapport aux autres années où on est remonté en Ligue 1, je trouve que défensivement t'es quand même hyper solide.
En effet, ouais, c'est vrai. Parce que tu te prends 95% de tes buts sur coup de pied arrêté, donc on va me dire, c'est des buts, mais c'est des choses que ça, tu peux corriger. Enfin, qu'on C'est espère, pas des... on espère qu'ils vont être corrigés. On espère. Voilà, c'est des phases arrêtées, donc je parle pas de phases de jeu. Et c'est de bon augure parce qu'au final, même contre Mayence, tu perds que 1-0 contre une équipe de Bundesliga. Donc certes, t'es mis en danger en première mi-temps, mais au final, défensivement, on les a quand même assez bien contenus, malgré leur pressing haut. Oui, parce que le pressing haut, en fait, là où c'est gênant, c'est que Metz c'est une équipe qui aime bien construire depuis l'arrière. Et contre Mayence, vu le pressing haut, tu peux pas construire depuis l'arrière et t'es pas habitué à ça, en fait. Donc, Donc ça, je pense que c'est de bon augure. C'est que voilà, t'as une ligne arrière qui est quand même assez, je trouve, sereine. T'as des milieux qui sont pas mal. Là, je pense que tu peux aller à la guerre avec ça en Ligue 1. Et ça change des deux dernières années en Ligue 1 où tu avais une défense qui était catastrophique à tous les niveaux. Donc, et pour moi, un maintien, certes, il faut marquer des buts, mais dans les matchs qui comptent, c'est la défense qui te fait gagner des points. non, mais ça, je suis. Donc, C'est vrai que cette solidité défensive qui est compliquée parce que faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient à la CAN. C'est ça. Et donc qu'on n'a pas pu avoir tout de suite. C'est ça. Et on n'a pas eu par exemple le retour de la défense Suzu Jeune Boy. On sait pas d'ailleurs si elle va commencer ou pas à Strasbourg. Mais c'est vrai que cette CAN, d'un point de vue global, on est d'accord qu'elle a un peu mis la merde entre guillemets dans la préparation du FCMS parce que t'avais beaucoup de joueurs qui sont arrivés au compte-gouttes. C'est clair. Mais t'avais une préparation à faire entre temps, quoi. Donc il fallait bien prendre les choses. Je parlerai pas du cas de OpenGate qui arrive en plein milieu de la préparation du fait des questions contractuelles, hein, mais c'est vrai que les joueurs qui arrivent au compte-gouttes, ça a été le cas essentiellement des joueurs de la CAN, et c'est pas facile à gérer pour les intégrer à la préparation et pour les intégrer directement dans des matchs de préparation. Tu l'as bien vu hein, avec Fofana qui a été mis au fur et à mesure dans le groupe. Okidja qui au final n'a fait qu'un match, c'est celui-là. Il aura au moins fait un match, ce sera déjà ça. Oui, non, mais ça sera déjà ça. Donc effectivement, c'était pas évident. Est-ce que tu es d'accord aussi, Growing Forever, que à travers les réseaux sociaux notamment, on peut voir quand même que ce groupe, c'est un groupe qui les connexions, qui vit bien, ouais, les connexions même avec les nouveaux joueurs se sont très vite faites quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a une ambiance super qui en ressort. C'est paradoxal parce qu'on a toujours eu l'habitude à Metz d'avoir des clans, le clan des Sud-Américains, le clan plus des Sénégalais. Et là, tu as l'impression que tout le monde est dans le même bateau. Alors, on le voit si vous les suivez sur les différents réseaux sociaux. Et ça va jouer dans les moments un peu plus compliqués dans une saison qu'on risque d'avoir. La bonne ambiance qui règne entre eux, ça peut donner un coup de pouce, ça. Quand t'es pas bien, voilà. Que de t'enfoncer, ça peut donner un élan, un nouvel élan positif, quoi. Oui, c'est sûr que ça. Quand tu démarres aussi, quand t'as des nouvelles arrivées, c'est bien de tout de suite les intégrer et éviter que ça fasse comme des cas comme Montero par exemple qui arrive et qui au final, tu vois, est moins bien intégré. Et puis, tu vois, c'est assez néfaste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément que l'on peut mentionner évidemment, on l'a déjà dit en détail, mais il faut quand même en parler. Bon, le réalisme offensif. C'est le point le plus épineux. Hein. Est-ce que attends, est-ce que tu es pessimiste, inquiet, ou est-ce que tu dis, en vrai, c'est une préparation quoi. Enfin, je sais pas. C'est quoi ton avis sur la question ? J'ai pas envie d'être, je suis pas pessimiste et encore moins inquiet. Alors que le championnat n'a même pas commencé. Je sais pas si vous voyez un peu par rapport aux autres équipes. La plupart des autres équipes ont eu des résultats encore plus catastrophiques que nous. Non, je suis pas inquiet. Alors oui, il y a des motifs qui m'embêtent un peu. C'est vrai que 5 buts en 7 matchs de préparation, bah oui, c'est pas assez. Il y a des joueurs qui doivent faire plus. Habib doit faire plus. Mais moi, je suis pas inquiet. Le match qui va compter, c'est à partir de la semaine prochaine.
on pourra juger les performances offensives de Metz déjà à la fin août. Et là, je pourrais déjà vous dire si je suis un peu plus inquiet. Mais là, non. Je sais que c'est une préparation. Il y a des automatismes à mettre en place. Il y en a qui sont arrivés en cours de préparation. C'est pas pareil. Je sais que ça va venir. Donc je me fais pas trop de soucis. Et j'ai pas envie d'enfoncer quelqu'un qui a fait une mauvaise préparation. C'est en les enfonçant que après ils feront des mauvais matchs. Donc ça sert à rien. On est tous dans le même bateau. Hein. C'est un club, donc faut soutenir nos joueurs. Oui, et puis comme certains l'ont très bien dit, ça sert à rien de commencer à paniquer, et tu l'as très bien dit. Les autres clubs en Ligue 1 ont pas tous actuellement un parcours très évident en préparation, quoi. Je rappelle qu'il y en a certains qui ont pris 8 buts, hein, par exemple, hein, contre un club allemand. Voilà, mais c'est par ça, exemple. c'est que les gens oublient. On a peut-être des problèmes offensifs, mais défensivement, on est bien. Donc, si on a un peu de mal au début et qu'on défensivement on tient la route, on arrivera quand même à gagner des points. C'est ça, ouais, Donc, donc, ouais. je préfère avoir une bonne défense qu'il y a 2 ans, on avait un quatuor qui fonctionnait plutôt bien, si vous vous souvenez bien, et à chaque fois, on se faisait rejoindre en fin de match à cause d'erreurs défensives. Au final, bah, tu prenais pas de points et t'es descendu. Donc, faut savoir ce qu'on veut aussi. Ouais, et puis t'es 2 fois la pire défense du championnat d'affilée, quoi. Donc voilà. C'est ça. Donc non, je pense qu'on a fait le tour un peu sur cette préparation. Un dernier mot, Grenade Forever, pour quel est ton souhait pour le début de saison? Est-ce que t'as un joueur en particulier que t'aimerais, je sais pas, revoir peut-être un peu plus en forme, ou est-ce que t'aimerais, il y a une chose que t'aimerais, voilà. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu Qu'est-ce attends? que j'attends? Qu'est-ce que, Oh. voilà, vraiment, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu espères pour ce début de saison? Bah, j'espère un début de saison assez serein, qu'on soit pas, même si on a un calendrier qui est compliqué, je veux pas qu'on soit tout de suite dans la merde. Non, j'espère un mois d'août, voilà, que les joueurs feront taire peut-être les mauvaises langues voilà, qui vont se bouger un peu plus. Moi, j'ai entière confiance en eux. Donc déjà, ça passe par Strasbourg, c'est le derby. J'y crois vraiment. Strasbourg, pas Ligue jeudi. Je me dis que ça peut le faire. Et puis à long terme, j'espère un maintien. Je signe des deux mains pour une 17e place au jour d'aujourd'hui. Mais si on pouvait éviter de serrer les fesses jusqu'au mois de mai, ça serait pas mal pour nous déjà. Et puis même pour les joueurs, un maintien, on va dire, dans la sérénité, ça serait l'idéal. Je suis d'accord avec toi, je vais pas ajouter plus de choses. Début de saison évidemment qui va pas être facile, hein, le déplacement à Strasbourg. Euh, Pour la ça ré- qu'il faut relativiser. Oui, voilà, donc on va prendre les matchs au fur et à mesure et on va pas commencer à paniquer. Nous, en tout cas, on fera évidemment un avant-match de la rencontre contre Strasbourg, où on pourra parler plus en détail de ce premier match de la saison. Et je crois qu'on a fait le tour. Merci Grenade Forever, comme d'habitude. Merci Socket, merci à Communauté Messine de nous écouter toujours aussi plus nombreux. C'est ça. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.